Bonjour à tous, bienvenue sur cet 8e épisode du Backpacker. Je suis ravi aujourd'hui parce que j'ai deux invités qui se connaissent déjà. Juste pour vous dire, il vient de faire un petit bisou sur le front à son invité juste avant. Fallait pas dire ça. Ah, il fallait pas dire. Non, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de marketing digital après avoir parlé de sujets un peu plus techniques, MVP to scale ou comment utiliser le business 3.0 pour avoir des leads. Aujourd'hui, on va parler de marketing digital, le levier pour capter vos talents ou pour faire du business. Pour ça, aujourd'hui, j'ai deux invités d'exception. Je vous présente dans un premier temps Harold. Salut Harold. Salut, ça va? Comment vas-tu? Bah écoute, je suis super content d'être avec vous deux. Ok, C'est cool. je crois que vous êtes croisés la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est secret? Ah non, pas du tout. On a tourné une émission qui s'appelle Charabia, donc j'expliquerai, mais dans le cadre de notre média qui s'appelle Comédia. Et Charabia, c'est une émission dans le but de parler d'entrepreneuriat, mais pour que tout le monde puisse comprendre un peu les thématiques de l'entrepreneuriat. Et Andrea faisait partie des chroniqueurs. C'était cool. D'où le petit bisou sur le front qui n'était pas C'est vraiment ça, un vrai ça bisou crée sur des le front, liens. voilà. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et Ouais. ce que tu fais aujourd'hui avec Comédia? Ok, et ben écoute, donc je suis le CEO et fondateur de l'agence de création de contenu Com. Le média Comédia est arrivé un peu par la suite. Donc Com, on fait de la création de contenu à 360. Donc on accompagne nos clients pour rayonner, donc au sens un peu large du terme, c'est-à-dire créer des contenus photos, vidéos, du marketing d'influence, etc. J'ai monté la boîte il y a 3 ans. On est un peu plus de 40. On marche pas bravo. mal. Merci beaucoup, c'est gentil. Et on a lancé un média il y a 1 an qui s'appelle Comédia, dans le but de donner de l'information entrepreneuriale avec des formats qui sont assez what the fuck et qui plaisent à certains. Et voilà, pour faire assez simple. Ok, bah trop cool. Donc aujourd'hui, je suis content de t'avoir parce que je pense qu'on va forcément parler un peu de brand, de réseaux sociaux, de comment faire rayonner sa marque. Et du coup, je pense que beaucoup de boîtes te contactent à ce sujet. Trop cool. Et puis, deuxième invité. Alors attention, on a un des plus gros influenceurs LinkedIn ici présent. 82 000 abonnés. C'est vrai. Salut Andrea, comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, nickel. Merci pour l'invitation. Ok, bah écoute, qu'est-ce que tu fais depuis ta sortie de l'EDEC en 2012-2013? Ouais. Alors 2012, j'ai un parcours un peu atypique en fait. Donc à la fin de mes études effectivement à l'EDEC, je me suis lancé dans le digital et j'ai fait du consulting en tant que freelance. Donc en réalité, j'avais commencé à côté de mes études. Donc de 2010 à 2015, j'étais freelance. En 2015, j'ai pris mes premiers bureaux. On a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et aujourd'hui, du coup, donc depuis ce jour-là, on a fait beaucoup de croissance. Et aujourd'hui, donc Eskimos, c'est donc une présence dans 4 pays. 150 collaborateurs et l'ambition de devenir le leader de l'acquisition en ligne dans le digital. Il faut savoir que plus de 90% des budgets publicitaires partent chez les GAFAM. Donc nous, on veut vraiment être le cabinet de conseil qui se positionne entre les annonceurs, les entreprises et les GAFAM. Parce qu'il y a des milliards qui sont investis et il va falloir des experts pour accompagner ces entreprises à bien investir, étant donné que quand on investit sur les GAFAM, en fait, on fait face à des algorithmes et ces algorithmes, il faut bien les comprendre pour faire le maximum de reach, avoir le coût par clic le plus faible et faire le plus de conversions possible. Ok, et ben Voilà. écoute, du coup, super intéressant. Merci pour ta présence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder pas mal de sujets. Alors pour nos auditeurs les plus fidèles, c'est une redite. Pour ceux qui nous rejoignent, on a créé le Backpacker dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat, on va dire au sens large, soit pour aider des fondateurs. On sait qu'il y a plein de créateurs d'entreprises qui sont parmi l'audience, mais aussi à tous nos product people ou tech qui souhaitent pouvoir monter leur boîte. Aujourd'hui, sur la partie marketing, je pense qu'on se pose plein de questions. Là, tu as parlé d'algo. Alors moi, c'est pareil, c'est un truc, l'algo, c'est pas mon cœur de métier, mais je me pose des questions tout le temps. Encore tout à l'heure, pour promouvoir l'événement, je me suis dit, tiens, on m'a dit que maintenant, le lien Twitch, il fallait plus le mettre dans les commentaires, mais au-dessus, etc. On va parler de plein de choses. On va parler de stratégie d'acquisition, on va parler de CRM, on va essayer de parler de bonne utilisation des réseaux sociaux et les algos. On va parler de SEO. Moi, je te connaissais sur la partie SEO, mais tu viens de dire effectivement que tu ne faisais pas que ça, mais plus largement l'acquisition. Tout ce qui est contenu, vidéo, blog, newsletter, etc. Tout ce qui peut promouvoir une brand. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est que je suis content qu'on soit tous les deux là avec Harold parce qu'en général, aujourd'hui, le SEO ne fonctionne plus tout seul. Il fonctionne avec un bon branding, avec de la création de contenu, de vidéos, du podcast. Et donc, je pense que c'est une bonne réunion, on va dire, de nous mettre à côté parce que branding et SEO fonctionnent ensemble aujourd'hui. Ok, ouais. Et d'ailleurs, j'ai une question. Tiens, on va aussi parler des copywriters, des budgets et comment mesurer la performance. Petite question qui me vient là, par rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'aujourd'hui, une vidéo
tu vois, qui va être sur YouTube ou autre, j'en sais rien, va te faire remonter dans les charts pour ton site internet. Grave. Alors, la vidéo, elle a plein d'avantages. Le premier, déjà, c'est que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche dans le monde après Google. Faut pas l'oublier. Et donc, comme Google a racheté YouTube, on voit sur certaines requêtes aujourd'hui les vidéos de YouTube ressortir sur Google. Donc, il y a un gros intérêt de faire de la vidéo pour cette partie SEO. Et le deuxième aspect qui est l'un des plus importants, c'est que quand tu fais de la vidéo et que ta vidéo, tu la positionnes par exemple sur ta landing page, donc sur ta page de destination, en fait, tu vas augmenter le temps de visite sur la page de l'utilisateur parce que si l'article, par exemple, il prend 5 minutes à lire et que tu rajoutes une vidéo qui prend 5 minutes aussi à regarder et à écouter, tu vas augmenter peut-être de 5 minutes à 10 minutes le temps de passage sur la page. Et donc, si tu passes de 5 à 10 minutes, ça, c'est un signal très positif pour Google pour te faire remonter dans les résultats. Donc, très important la vidéo pour le SEO. C'est un bon levier, je ne savais pas. Et ça va être un bon levier pour passer mes prospects en clients, c'est nickel. Merci. Tu peux le mettre dans tes promos commerciales de l'intérêt des vidéos. Magnifique. Vous pouvez peut-être même créer un partenariat, tu vois. Genre, on y pense. On y pense. Ok. On est sur quelque chose. Alors, le sujet est large, on va essayer de pas trop perdre de temps et on va démarrer par le début. Souvent, en général, quand on parle de marketing digital, il faut avoir une brand. Enfin, c'est-à-dire que si tu n'es rien ni personne, tu n'as pas de site internet, tu n'as pas de réseaux sociaux, entre guillemets, tu ne peux pas faire de marketing digital. C'est quoi votre définition du marketing digital? J'ai regardé avant, on trouve plein de définitions sur internet. Il y en a qui vont être très... il y en a qui disent que le marketing publicitaire comme avant, en physique, c'est un peu mort. Et vu qu'il y a une tendance de fond qui est qu'on a en 4 ans fait x 100% sur le nombre de gens qui voient des annonces ou de la publicité en ligne. C'est quoi ta définition du marketing digital? Alors même si aujourd'hui vous n'êtes pas des experts là-dedans, hein, vous avez un point de vue à donner. Et surtout, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir est-ce qu'il y a 1000 stratégies digitales, de marketing digital pour 1000 boîtes ou il y a quand même des courants de pensée à avoir? Je pense que pour définir de manière assez simple, et c'est un bon exercice qu'effectivement je pense que tu peux le définir par 1000 moyens, moi je dirais que c'est comment à travers comment est-ce que la communication suffit pour te vendre seul sans même avoir d'autres choses que le marketing. Petite mini anecdote, mais Com, on s'est lancé il y a 3 ans, on a une croissance qui est assez cool. On n'a pas de commerciaux chez Com depuis le day one, donc c'est exclusivement par la création de contenu qu'on a fait autour de nous sur les réseaux, ensuite la recommandation de nos clients, etc., la bonne rétention de nos clients, mais on n'a jamais eu de sales, donc jamais eu d'outbound marketing, uniquement de l'inbound, et donc ce qui prouve bien que grâce à la création de contenu bien opéré, bien orchestré, ça te permet d'avoir vraiment un impact direct sur ton business. Ok, donc super intéressant. Donc vous, quand vous avez créé Com, vous êtes dit tiens, on va pas avoir besoin forcément d'équipe sales pour vendre. C'est les vidéos qu'on va faire. Alors je me souviens de la vidéo de toi dans un restaurant, etc. Enfin, une des premières vidéos que vous aviez tournées. Ça a suffi à bien orchestrer, faire en sorte que vous ayez des gens qui vous contactent pour vos vidéos. Ça a été vraiment le démarrage. En fait, on était parti du concept de se dire, on vend à nos clients le fait de créer des contenus qui vont avoir un impact ROI, donc en termes de business, avoir un impact direct sur son business. Donc on s'est dit quoi de mieux que de le faire pour nous et de montrer que ça marche. Donc on a lancé une première vidéo qu'on a faite qui a super bien marché sur les réseaux et notamment sur LinkedIn. Peut-être qu'on y viendra à terme parce que c'est une plateforme qui est intéressante. Et de là, on a eu énormément de traction, énormément de demandes et on s'est dit, ok, il y a vraiment un sujet, il y a une vraie traction autour de cette création de contenu très à part entière, elle était très propre à nous. Et tout au long des années de Com, on a continué à communiquer sur nous avec notre vibe et ça a suffi, entre guillemets, à alimenter de prospects de manière assez conséquente pour pouvoir faire croître la boîte. Ok, super intéressant. Alors, peut-être aussi que tu avais un peu une espèce de unfair advantage parce que tu étais directement dans, tu vois, quelqu'un qui crée sa boîte aujourd'hui n'a peut-être pas les moyens que toi que tu avais pour créer ce truc-là. Andrea, toi, de ton côté, quand tu as démarré, on va dire, peut-être passer le stade, même ça peut être intéressant, le stade de freelance, vous faites 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'était quoi un peu votre stratégie? Ouais, je sens que je vais faire pas mal de pubs à Harold aujourd'hui parce que c'est bon ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le marketing, c'est un peu le nerf de la guerre pour développer son business. Et aujourd'hui, il n'y a plus de marketing, c'est un peu ma nouvelle punchline, il n'y a plus de marketing sans storytelling. On ne peut plus faire de publicité sans avoir raconté une histoire avant parce qu'en fait, les gens, ils n'achètent plus un produit ou un service, mais ils adhèrent à des valeurs, à des marques, à une culture. Ils veulent savoir qui y a derrière l'entreprise. Ils veulent savoir quelles sont les valeurs humaines derrière l'entreprise. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de marketing sans branding. Et moi, j'ai un peu la même histoire que Harold chez Eskimos. En fait, on a créé du contenu, on a investi en SEO, on s'est positionné premier sur des mots-clés tels que agence de référencement naturel. Donc pareil, on voulait être les coordonnées bien chaussées. Mais pour sortir du monde un peu agence B2B, aujourd'hui, même une marque en B2C
pour moi, elle ne peut plus marcher sans avoir raconté une histoire en amont. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus des marques qui explosent pendant 6 mois parce qu'elles font beaucoup de Facebook Ads. Le problème, c'est que vu qu'elles n'ont pas inscrit leur valeur initialement en amont, vu qu'elles n'ont pas d'abord raconté une histoire, en fait, ça fait un peu des coups comme ça. Un peu, ça fait, en fait, les marques font des flops assez rapidement parce que pour qu'une marque dure dans le temps, il faut qu'elle raconte une histoire, qu'elle fasse du branding. C'est pour ça que je dis que je vais faire beaucoup de pubs à Comedia et à Harold aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, une stratégie marketing démarre par du branding. Et je vais même aller encore beaucoup plus loin. Les entreprises de demain, les plus grosses success stories entrepreneuriales seront créées par des créateurs de contenu, par des gens qui vont mouiller le t-shirt, qui vont se mettre en avant. Et on le voit bien aux États-Unis, par exemple, dans le service, avec par exemple Neil Patel ou Gary Vee ou plein d'entrepreneurs comme ça. Pour moi, les success stories de demain dans l'entrepreneuriat, ça va être réalisé par des créateurs de contenu. Ok. Alors, je vais directement aller, c'est aussi la beauté de ce format-là, hein, sur la partie création de contenu, / je dirais même copywriter. Hein. On voit de plus en plus de personnes qui écrivent des posts pour des CEO, etc. C'est vrai que c'est un contenu au final qui est engageant. C'est pas toujours facile. On entend souvent des gens qui disent « Ah, putain, je me fais chambrer par mes potes, etc. Ouais. » Est-ce que vous publiez en vos noms propres? Alors, donc je répète, 82 000 abonnés, 32 000, c'est ça, abonnés aujourd'hui LinkedIn? 704... Ouais, 32 000, c'est ça. À peu près. Ok, donc 32... là, on parle de la plateforme LinkedIn. Ouais. Est-ce que vous publiez de manière régulière du contenu? Ouais, écoute, toi André, tu prendras la mano, mais je poste à peu près une fois par jour. Okay. Beaucoup de contenus qui sont pas forcément que du copywriting, donc que de l'écrit, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, on met beaucoup en avant les gens qui travaillent chez Com, on met beaucoup en avant nos clients. Nous forcément ce qu'on crée c'est principalement de la vidéo, donc il y a pas mal de choses à montrer, et du copywriting seul, donc que du texte aussi, un peu moins, parce que j'ai moins de matière, moins de valeur à ça, mais j'essaie de poster au moins une fois par jour. Ouais. Ok, et qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que là du coup ce que disait Andrea, c'est effectivement, je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus besoin de raconter une histoire et savoir qui sont les gens derrière l'entreprise. C'est clair que moi j'ai connu Com en te suivant. Toi, ça t'apporte quoi directement, enfin de manière directe ou indirecte d'ailleurs, de poster tous les jours? Bah écoute, c'est un travail qui se fait un peu sur le long terme, mais c'est travailler son image de marque, la notoriété de son entreprise, qui fait que quand un jour, et ça c'est assez ouf, plein de fois on m'a dit je sais pas comment j'ai entendu parler de vous, mais j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Et en fait c'est juste que tu t'inscris un peu dans l'inconscient collectif du fait de tes posts réguliers, fréquents, avec des visages, tu humanises vachement ta boîte, ce qui fait que petit à petit tu rentres dans l'inconscient collectif. Si tes valeurs sont bonnes, c'est un truc que tu peux faire de manière pérenne et le faire vraiment sur du long terme, parce que si tu le fakes, avoir une belle culture, etc., au bout d'un temps, ça se voit. Et donc ça, le fait de poster régulièrement, je rentre dans la tête des gens, et à terme, au moment où eux ou leur grand-père ou leurs cousins ont besoin de contenu, ils pensent à Com de manière un peu instantanée. Et ça permet en fait de fédérer et de créer une espèce des ambassadeurs en fait de marque. Et c'est eux en fait mes commerciaux. C'est ça qui est assez fou, c'est que si c'est pas mes clients finaux, c'est les commerciaux qui vont me permettre d'aller chercher mes clients. Et ça, on s'en rend vraiment compte un peu au quotidien. Donc voilà. Ok. Je voudrais rajouter pourquoi le personal branding est super important et intéressant quand on développe sa boîte. C'est qu'une boîte comme Comedia avec Harold ou moi, par exemple, en fait, grâce au branding, ça nous permet de faire des leads, d'avoir des prospects, d'avoir des clients sans dépenser de budget marketing. Donc quand on développe sa boîte, c'est quand même plus facile de partir sur une bonne stratégie de branding, de marketing digital et de personal branding, plutôt que de recruter 10 sales, d'envoyer beaucoup de marketing, parce que ensuite ça peut poser des problèmes de rentabilité. Moi, c'est comme Harold, chez moi, on a très peu de sales par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle d'un CEO… Donc, pour rappel, aujourd'hui, vous êtes 150. Tu as combien de sales à peu près dans tes équipes? Aujourd'hui, au total, on doit avoir, je pense, entre 7 et 8 sales. Ok. Tu vois, ce qui est un ratio très faible. Ouais. Et on en a toujours eu très peu, parce qu'en fait, nous, on est une société de conseil. Et d'ailleurs, nos sales ont été des consultants avant. Et on a toujours fait beaucoup d'inbound marketing, donc grâce au contenu, grâce au SEO. Mais comme je le disais au démarrage, pour le sujet personal branding, c'est pour moi inévitable aujourd'hui. Comme les gens adhèrent aux valeurs d'une entreprise, si on ne voit pas la personne qui est derrière l'entreprise, on a moins de chances d'y aller. Je pense qu'une entreprise où on voit qui est derrière et une entreprise où on ne voit pas, celui où on voit va avoir beaucoup plus de chances de convertir ses prospects, de faire du lead et de faire du business. Ok. Et alors du coup, je pense qu'il y a une question que beaucoup de gens se posent dans nos auditeurs. Est-ce qu'il vaut mieux démarrer, et là j'arrive sur ton terrain je pense, par un site internet, tu vois, un peu ça y est, j'ai mon site internet, je tape un mot-clé et on me voit, ou démarrer par une stratégie d'abord gratuite de personal branding où tu vas commencer un peu à prendre la parole sur des sujets qui vont être liés à ton business?
Moi, je dirais que, je vais répondre peut-être à côté de la question, mais je dirais qu'il faut faire les deux. C'est une erreur de vouloir s'enfermer dans un canal. Aujourd'hui, une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie d'acquisition, c'est une stratégie que moi, je vais appeler d'omniprésence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se focus que sur un levier, parce que par exemple, si tu fais que du SEO, tu es dépendant de Google. Et s'il y a une mise à jour que tu as mal vue, par exemple, et que tu te fais déréférencer, je prends toujours cet exemple-là, c'est un exemple qui me parle beaucoup, qui est l'exemple de Minute Buzz. Ils ont fait un choix à un moment donné de couper leur site internet, de tout couper et de se mettre que sur Facebook. Donc ils ont fait l'inverse de ce que je te disais, l'omniprésence. Et le problème, c'est que Facebook, 6 mois après, a diminué le reach des pages entreprises, mais divisé par 100, pour augmenter le fait que les entreprises dépensent plus sur Facebook. Donc le jour où il s'est passé ça, en fait, Minute Buzz est mort. Donc moi, je recommande aux entreprises d'utiliser plusieurs canaux d'acquisition, effectivement d'investir sur un site, mais de ne pas oublier derrière de faire de l'outbound, de continuer de faire du personal branding. Donc je dirais qu'il faut faire les deux, sachant que quand tu crées ton site internet… Outbound, pour ceux qui ne connaissent pas. Outbound, du coup, de chasser, c'est-à-dire d'aller vers les clients par rapport à l'inbound où c'est les clients qui viennent à toi. Je pense qu'il faut faire les deux. Et sachant que le SEO, quand tu le démarres, que tu viens de créer ton site, il met du temps à se mettre en place. Tu ne vas pas être premier du jour au lendemain. Donc si par exemple, on se disait que tu faisais que du SEO, tu démarres ton site, pendant un an, tu attends d'être premier sur la requête. Et pendant un an, tu fais quoi à côté? Tu fais rien? Je pense pas. Je pense que du coup, il faut activer du personal branding en parallèle, de la outbound aussi. Mais voilà, faut éviter de se focus que sur un levier et de s'enfermer, je pense. Ok. Et quand tu démarres ton site internet, ou même si ton site internet, voilà, alors nous, je t'en parlais avant l'émission, nous, catastrophe, on a touché à des trucs, on n'est plus référencé sur la partie product management, donc on est en train de revoir notre stratégie SEO. Mais aussi bien que tu sois créateur ou comme nous, en mode ça y est, tu as loupé quelque chose. Combien de temps ça prend, tu vois, pour commencer à remonter un petit peu dans les charts de Google et se positionner en tant que number one, par exemple, tu vois. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question-là, étant donné qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte. Le nombre de fois où est tapé le mot-clé, le nombre de gens qui veulent se positionner dessus, donc combien tu as de concurrents. Par exemple, si c'est une requête qui est tapée 100 fois par mois et que tu es le seul à vouloir aller dessus, ça va être très rapide. Si c'est une requête qui est tapée 100 000 fois par mois, qui est une énorme requête et vous êtes 100 à vouloir vous positionner dessus, sachant qu'il y a des gens qui investissent depuis 10 ans sur la requête et que toi tu viens de débarquer, ça va être très compliqué. Donc Google communique sur le fait que les résultats quand on lance son site sont entre 4 et 12 mois à peu près. Moi, je te dirais que voilà, pour vraiment espérer être top 3 sur des mots-clés qui peuvent être, on va dire, semi-concurrentiels, il faut que tu comptes 12 mois et plus quand même. 12 mois et plus. Donc, c'est des stratégies qui sont long-termistes. C'est pour ça que tu peux combler cette stratégie long-termiste avec des stratégies court-termistes, avec de l'ADS par exemple. Parce que sur Google, il y a les résultats organiques, mais il y a aussi les résultats payants. Donc, tu peux aussi acheter les mots-clés en attendant de bien te positionner en référencement naturel. Ok. Par rapport à ça, donc par rapport à l'ADS, alors j'avais une question pour Harold, mais je te la pose quand même. Ouais. Par rapport à l'ADS, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment regardé aujourd'hui par les utilisateurs? Moi perso, mais je sais que des études le montrent un peu, c'est que globalement les premiers résultats, tu les regardes pas vraiment parce que tu vas direct chercher le premier résultat en organique. Bien sûr. Alors oui, non, ça fonctionne très bien. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque business a sa stratégie marketing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie marketing tu vois, qu'on fait à tout le monde en fait, parce que chaque business a un besoin marketing qui est différent par rapport à où il en est, si c'est du B2B, du B2C. Là, tu vois, par exemple, je me suis déjà un peu enfermé en ne parlant que de personal branding et de SEO et de Google Ads, parce qu'en réalité, si tu lances une marque de prêt-à-porter, par exemple, je t'inviterais à aller beaucoup plus sur Instagram ou TikTok. Le SEO, ça va être bien peut-être quand tu veux démarrer sur du B2B pour montrer une expertise avec du contenu. Maintenant, la publicité, oui, ça fonctionne très bien. Ça dépend sur quelle plateforme tu vas. Effectivement, la vidéo aujourd'hui, et du coup, je laisserai la parole à Harold après, c'est ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, quand tu fais une stratégie de YouTube Ads, mais même sur Meta, donc Facebook, Instagram. On voit des nouveaux formats aussi publicitaires sur de la vidéo sortir sur TikTok, qui est de l'UGC, User Generated Content, où on va mettre en avant plus des talents créatifs que inversement, comme on le faisait avec des influenceurs à l'époque qui avaient genre 10 millions d'abonnés. On va aller cibler des gens qui ont 1000 abonnés, mais qui sont des talents créatifs qui vont faire des super vidéos. Donc oui, les ads fonctionnent toujours. Maintenant, c'est une stratégie qui est plus court-termiste et sur laquelle on ne capitalise pas toujours. C'est pour ça que je reviens sur mon sujet initial. Il faut raconter une histoire, il faut avoir du storytelling, parce que si tu bourrines sur une publicité vidéo pendant un an, mais qu'il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme, le jour où tu l'arrêtes, les gens vont t'oublier. Or, dans une bonne stratégie marketing, pour moi, il faut capitaliser toujours. Capitaliser sur des valeurs, sur une culture et sur toutes ces choses-là. Ok. On reviendra, je pense, sur les réseaux sociaux.
Moi, ce que je voulais te poser comme question, alors du coup, elle m'a échappé, je regarde mes notes. Oui, c'est aujourd'hui, on a du coup le site internet qui est un peu un must-have, quoi. Genre aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, avec l'émergence des réseaux sociaux, du personal branding, de la création de contenu via des plateformes comme on le fait, la Twitch ou autre, est-ce que le site internet, selon toi, est encore aujourd'hui un must-have? Je pense que oui, honnêtement, il faut l'avoir. Moi, je n'ai jamais fait un gros focus sur le site de com, plus sur la com, mais comme l'a très bien dit Andrea, c'est pas l'un ou l'autre, et je pense qu'il faut être bon sur les deux. Je suis pas convaincu que ce soit un must-have, mais je pense que, enfin, si, il faut avoir son site, il faut qu'il soit bien optimisé, il faut qu'il soit bien référencé, etc. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que le gros focus qui doit être fait, et surtout quand tu démarres une boîte, c'est vraiment travailler ton image de marque, travailler ton storytelling, travailler tes valeurs, et c'est ça qui va faire que tu vas perdurer et que quand demain tu vas vouloir lancer 1000 autres verticales, bah, elles vont avoir un impact assez rapide. Parce qu'en fait, si tu bombardes en ads, tu bombardes en ads sur un produit que tu as envie de vendre ou une verticale que tu as envie de vendre. Il faudra que tu refasses le même travail sur les deux autres verticales que tu vas lancer avec les mêmes budgets à allouer. Alors que si tu travailles ton image de marque au sens large, peu importe la verticale que tu lanceras, tu auras déjà une base d'ambassadeurs qui vont répondre présent à tes verticales lancées. Et ça, nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte chez Com. Et donc, j'ai un peu dérivé de ta question du site internet. Non, mais voilà. Mais je voudrais juste rajouter, il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui sont tombées dans le piège. En fait, les GAFAM ont laissé l'opportunité à n'importe qui de pouvoir dépenser 1000 euros et générer des ventes. Et en fait, ça a créé un peu un piège pour moi parce que tout le monde s'est précipité justement sur la publicité et n'ont pas pensé à capitaliser. Alors quand tu dépenses, sans fonds, en fait, tu ne capitalises pas sur ta marque. Et c'est pour ça que le branding, la création de contenu revient au centre des stratégies marketing. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne travailles pas le fond de ton histoire, tu as perdu d'avance parce que tu peux dépenser 1 million d'euros de publicité. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de startups lever beaucoup de fonds, dépenser des millions et avoir moins de retours que des entreprises dépenser 200, 300 000 euros par exemple parce qu'elles avaient un message plus fort, plus préparé. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées dans le piège en se disant je vais tout envoyer en Facebook Ads sur une vidéo d'acquisition. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne plus comme ça. Et il n'y a plus de marketing sans branding et storytelling. Ok. Alors, pour faire ce branding, ce marketing, en général, ça peut passer par les fondateurs que vous êtes. Ça peut aussi passer par du coup, des équipes marketing qui vont avoir un sujet dédié. Je prends une question du coup, dans le chat de Alex Brice qui nous pose la question de combien de personnes au sein de vos équipes marketing et quel est le pôle marketing qui nécessite le plus de ressources? À mon avis, sous-entendu entre le content, l'acquisition, le site internet, les réseaux sociaux, etc. Comment tu as organisé, toi, de ton côté? Eh ben, écoute, nous, on a une organisation qui est assez simple en soi. On a nos chefs de projet donc, qui sont là pour gérer opérationnellement tous les projets qu'on aborde. On a un seul community manager par entité, puisqu'on a 3 entités chez Com, notre boîte de prod, l'agence et le média. Ensuite, on a des monteurs et des filmmakers donc, qui sont vraiment sur la partie production. Et c'est à peu près tout. On n'a pas vraiment de fonction support, on n'a pas de personnes qui sont dédiées au marketing à part entière, enfin de manière focusée. Simplement, on a en interne responsabilisé tous les head of department, of pôle, pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Parce qu'on estime que, et j'avais vu ça de Théo Lyon de Kudak que j'avais beaucoup aimé, qui était un peu la stratégie des Avengers où il disait que si chacune des personnes en interne a ses spécificités, a son expertise, et je te dis par exemple la partie média, et qui va prendre la parole sur cette thématique, bah, c'est celui qui a son super pouvoir et son apprentissage et ses connaissances sur ces thématiques dans le but de faire rayonner Com de manière générale. Et donc tous les super-héros qui sont ces responsables de pôle prennent la parole sur les réseaux dans le but d'uniformiser une communication de Com et qui marche assez bien. Tu as aussi un copain, Guillaume Moubèche, qui a exactement la même stratégie avec sa boîte Lemlist, qui l'emmène d'ailleurs très loin. Et lui, il a vraiment mis un focus très fort sur la création de contenu de la part de toutes ses équipes. Lui le premier. Mais... Et pas évident d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment expliquer ça à ses employés, parce que c'est pas forcément facile, c'est pas inné. Certains ne comprennent pas pourquoi le faire. Donc je pense qu'il y a un gros travail des fondateurs à expliquer le pourquoi du comment pour que la sauce prenne. Quoi. Moi, mes équipes market, quand je leur ai relayé l'histoire avec Guillaume, il prend une demi-journée par semaine, donc qui est quand même beaucoup dans la vie d'un founder, entre guillemets, pour faire du contenu avec ses équipes. Les aider, écrire les posts, etc. Parce qu'il a compris l'impact que ça pouvait avoir.
Comment t'organisais toi de ton côté, Andrea? Alors nous, on a une CMO, donc une directrice marketing qui s'appelle Clémence, que je salue. Et effectivement, la difficulté, je pense, c'est de réussir à fédérer et engager ses collaborateurs. Une bonne stratégie marketing, c'est une stratégie marketing qui embarque ses équipes, pour moi. Et ça, c'est un marketing qui est nouveau, hein, parce qu'il y a 5-10 ans, on ne pensait pas le marketing comme ça. Mais on le voit bien avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment LinkedIn, par exemple en B2B. La force par rapport au fait de faire des publications seules, par rapport au fait d'être à 50 pour publier, ça n'a juste rien à voir. Et donc, ce qui est difficile, c'est de fédérer, engager et effectivement de trouver les experts qui veulent prendre la parole, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, mine de rien, c'est pas forcément inné de prendre la parole. C'est un concept encore une fois nouveau, c'est quelque chose qui peut être mal vu. Il y a pas longtemps, j'ai vu un entrepreneur qui avait une boîte d'ingénieurs, il me disait, qui était full ingénieur, qui me disait, ça me gêne parce que je sais ce qu'ils vont dire. Ils vont me dire, je vais faire le pitre devant la caméra. Et c'est souvent le truc auquel on pense. Franchement, qu'on se dit, le CEO, ça y est, qu'il ne fout plus rien et qu'il fait le pitre sur les plateaux, on va dire. Mais en réalité, c'est une idée reçue de penser comme ça, parce que moi, je suis persuadé que c'est le rôle d'un CEO, justement, d'évangéliser son produit, son service, d'aller sur les plateaux, de faire connaître sa marque. Donc, je pense qu'il faut déjà enlever cette idée reçue du côté on va faire le pitre sur des plateaux télé. Et voilà, une bonne stratégie marketing, je pense que c'est une stratégie marketing qui engage les collaborateurs. Et nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est présent du coup dans 4 pays, bientôt 5. Et du coup, on doit aussi engager à l'étranger. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire parce que c'est dans d'autres langues, c'est d'autres cultures, c'est pas la même appréhension. Voilà, il y a dans certains pays, peut-être culturellement, il y a des sujets qui les gênent un peu plus que d'autres. Donc voilà la difficulté que nous on rencontre et qu'on espère dépasser pour continuer de croître. Ok. Alors là, tu as parlé de pas mal de réseaux sociaux. Je pense que le marketing digital, on a parlé de site internet dans un premier temps, on a parlé de personal branding. Il y a une vraie dominante et une composante essentielle à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux. On a pas mal parlé de LinkedIn qui est en plein essor sur la partie B2B. Tu parlais de TikTok, Instagram et voilà, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, quels sont les réseaux sociaux selon vous en fonction du secteur d'activité où il faut absolument y être? Moi, je vois TikTok passer. Alors, on ne l'a pas du tout abordé côté WeVoo, WeShow parce que peut-être pas de la bonne génération ou autre, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Comment vous voyez les choses, vous? Tu veux prendre la parole? Vas-y. Ouais, parce que je suis assez chaud là. Je te sens, vas-y, lance-toi. Bon, du coup, en fait, chaque réseau social a pour moi ses spécificités. Par exemple, si tu veux faire du marketing sur un projet Web3 ou NFT, pour moi, il faut aller sur Twitter, c'est inévitable. Si tu veux faire du B2B, il faut aller sur LinkedIn. Et attention aussi aux idées reçues. Par exemple, Facebook et Instagram fonctionnent très bien en B2B, en publicité notamment. Oh, bah là, tu m'étonnes. Ouais, tu as les coûts d'acquisition et d'impression qui sont les plus forts dessus. Ok. Donc, il ne faut pas... chaque réseau a pour moi sa spécificité. Donc, ça dépend le business sur lequel tu es. Et il faut bien le choisir. Et donc, par exemple, si tu lances une marque de prêt-à-porter, je reprends ça, j'irai plus, par exemple, sur Instagram et TikTok ou Snapchat, par exemple, que sur le SEO, initialement, tu vois. Si je lançais un projet NFT ou Web3, j'irai sur Twitter. Donc, je pense qu'il faut d'abord savoir quelle est l'audience du réseau social pour ensuite l'attaquer. Et je dirais que l'avantage de LinkedIn, c'est que c'est un des seuls qui est vraiment catalogué B2B. Il a peu de concurrence et je dirais que du coup, en B2B, ça vaut le coup d'y aller parce que il est un peu unique par rapport aux autres qui, eux, se concurrencent un petit peu tous. Ok. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que, tu vois, là, je livre notre propre expérience. Nous, on a démarré notre première entreprise sur WeVoo, stratégie d'acquisition full LinkedIn et un peu Insta pour les coulisses de la boîte. Ça marche très bien avec cette typologie de population que sont les product managers. On fait le même métier, exactement le même métier, du conseil sur la partie tech avec WeShow. Et en fait, on démarre sur LinkedIn et tout de suite, nos devs, ils nous disent non, mais en fait, nous, c'est pas là. Nous, c'est plutôt Twitter. LinkedIn, c'est un peu devenu pour nous le nouveau Facebook. Ça nous plaît pas. Et donc déjà, tu te dis rien que même métier, deux populations différentes, etc. Et donc là, je le rappelle pour nos auditeurs, en général, on parle de réseaux sociaux, on a été un peu vite peut-être en besogne. Les réseaux sociaux, le but, enfin j'imagine, je vous pose la question même, c'est de pouvoir créer du contenu ou faire des interactions directes pour ensuite pouvoir, d'une manière ou d'une autre, récupérer des leads pour quand même recruter ou obtenir des contrats, etc. Et tu as des plateformes qu'on voit moins, comme Twitch aujourd'hui, où on récupère
rien. C'est-à-dire que là, c'est plutôt de la brand, de la notoriété. On récupère pas les adresses mail, etc. des personnes qui nous voient. Je suis désolé, mais il faut que je rebondisse sur ce sujet-là. Il faut bien comprendre qu'en acquisition, il y a deux stratégies. Il y a des stratégies d'awareness, c'est-à-dire pour faire connaître ta marque, et des campagnes d'acquisition à la performance. C'est deux types de campagnes. Si tu lances un nouveau produit, que tu veux qu'un maximum de gens le connaissent, tu vas lancer une campagne d'awareness. Si tu as un produit qui est déjà sur le marché depuis longtemps et que tu veux vraiment faire de la conversion et de la vente, tu vas lancer une campagne à la performance. Et ce n'est pas les mêmes types de stratégies d'acquisition. Voilà, je voulais juste rebondir sur ça, qui est un sujet important. Tout à fait. C'est clair. Tu voulais rebondir du coup? Non, écoute, moi je valide tous les dires d'Andrea. Toi, les réseaux sociaux sur lesquels le format vidéo prend le mieux, c'est quoi? Écoute, c'est tu parlais de TikTok, je crois que tout à l'heure. Alors TikTok, c'était plutôt Andrea. TikTok qui est à mon sens encore sur du B2C. J'ai pas creusé franchement ce réseau, mais je pense qu'il faut y aller. Twitch, que je t'en parlais un petit peu avant l'émission, qui à mon sens est un gros sujet en devenir, et comme tout sujet en devenir, il faut qu'il y en ait qui se cassent les dents comme vous au démarrage pour démocratiser le B2B sur des nouveaux réseaux, et je pense que ça va être énorme. On creuse un petit peu Pinterest, qui est en train d'avoir, il y a des signaux qui sont intéressants. Je suis assez curieux d'avoir vos retours sur Pinterest, de ouf, et notamment moi, sur les vidéos. Presque pas comme un réseau social, tu et vois. C'est en train d'évoluer à fond, vraiment à fond, et donc nous principalement c'est donc LinkedIn et YouTube qui même si c'est un réseau qui existe depuis un moment, continue à super bien fonctionner, et sur lesquels tu peux vraiment aller héberger tes contenus. Parce que le problème de LinkedIn, c'est qu'en fait quand tu as posté, ça se perd dans ton flux de contenu que tu crées, et c'est chiant parce que quand tu as un contenu de qualité, parfois ça passe après plein d'autres nouveaux contenus. Donc c'est YouTube, LinkedIn, nos deux gros focus principaux. Comme l'avait dit Andrea, c'est pas juste un choix comme ça, c'est juste la conséquence de toute notre strat, de se dire pourquoi est-ce qu'on le fait, quelle est notre cible, et en fonction de ça, quels sont les bons réseaux, et en fonction de ces réseaux, quelle est la bonne stratégie. Parce que tu as les mêmes contenus, excuse-moi, je te laisse prendre la parole, tu as les mêmes contenus qu'on crée, qu'on va monter différemment en fonction des réseaux, parce que les accroches doivent être différentes sur LinkedIn que sur YouTube. Qu'en fait, de ton même contenu, et c'est là où il faut être aussi assez malin, je trouve, quand on se lance, et pas que, c'est de l'adapter en fonction des bons réseaux, donc que ce soit au niveau du format, en fonction de la durée, au niveau de ce qu'on appelle le scroll stopper, c'est le tout démarrage de ta vidéo qui accroche les gens, et ça, il faut vraiment le prendre en compte pour l'adapter correctement sur les bons réseaux. Ok, alors là, je pense que tous les deux, vous communiquez pas mal sur LinkedIn. On peut peut-être déjà faire un focus sur ce réseau social qui est quand même vachement utilisé par un peu, j'allais dire le commun des mortels. Au moins, j'ai l'impression que c'est un endroit où tout le monde se retrouve, même si après, chacun un peu a ses réseaux sociaux différents. C'est quoi les... Alors là, on va peut-être arriver sur le côté un peu algo, peut-être, je sais pas. Tu parlais de la vidéo qui est importante, peut-être la phrase d'accroche, t'entends. Voilà. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour réussir et effectivement que le truc il passe pas à la trappe, à la poubelle, et que ce soit vu par personne, quoi. Comment on fait pour faire du reach? Je pense, avant même de parler de tous les principes de sauter des lignes, etc., le premier truc, je pense, c'est régularité. Ça, c'est vraiment un sujet qui fait que tu vas réussir à fonctionner, parce que rares sont les posts, ton tout premier post qui explose d'un coup, sauf exception. Mais donc la régularité, la fréquence. C'est quoi pour toi régulier? Tu vois, moi j'essaie de publier une fois par semaine, on me dit que c'est pas régulier, tu vois. Je dirais franchement régulier, je dirais que c'est une fois tous les 2 jours. Je pense que tu commences à être régulier quand tu as une fois tous les 2 jours, donc on va dire 3 fois par semaine. Et l'authenticité, alors ça paraît très bullshit parce que dans un LinkedIn, c'est quand même de la fame, il y a plein de choses qui sont très shiny et qui sont pas vraiment la réalité derrière ça, mais je pense que si tu es authentique, tu arriveras à trouver les bons sujets à aller traiter de la bonne manière, parce que tu vas le faire un peu avec le cœur entre guillemets, plus qu'un truc où tu vas juste respecter ce qu'on te dit de l'algo en disant bon attends, en fait je vais raccourcir mes phrases, etc. En fait ça, si c'est pas authentique, ça marchera moins bien. Donc je pense vraiment c'est régularité, authenticité, puis après on peut rentrer dans le détail vraiment de l'algorithme où il y a plein de choses à dire, Peut-être avant de rentrer dans ce détail. Moi, il y a trois. J'allais rebondir sur ce qu'Harold disait. Pour moi, il y a 3 choses. Il y a l'authenticité et l'authenticité. Ça revient. Ok. Ça a l'air con parce qu'en fait, l'authenticité, même dans la vie réelle, on s'attache aux gens qui sont authentiques avec nous et qui portent pas de masque. Donc les posts qui marchent le mieux sur LinkedIn, c'est des posts authentiques où parfois on partage des histoires personnelles, et donc voilà, je dirais l'authenticité c'est le numéro 1, et puis même dans la vie en général en fait c'est ce qui fait que des relations se créent ou pas, je pense. Ensuite il y a des petits hacks comme après c'est vrai qu'il faut voir comment l'algorithme fonctionne. Je trouvais ça super intéressant ce que disait Harold sur les différents formats, parce que c'est vrai qu'il y a des formats qui vont mieux marcher sur TikTok, c'est plutôt des carrés sur Facebook. Enfin voilà, il faut s'adapter aussi aux algorithmes. La vidéo, par exemple, sur LinkedIn, il y a 2 ans, cartonnait. Aujourd'hui, ça marche un peu moins bien. On sait qu'aujourd'hui, ça fonctionne mieux avec une image et un texte. À un moment donné, les emojis fonctionnaient beaucoup plus maintenant. Donc, il y a un petit peu de test and learn à faire. Et juste, je voudrais, pour finir ce sujet-là, rebondir sur un sujet précédent, parce que je voulais vraiment le terminer.
le personal branding, je trouve que c'est vraiment mal vu, notamment en France. Pourtant, aux États-Unis, c'est très bien vu, c'est vachement mis en avant. Et du coup, il faudrait... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est important d'évangéliser en interne auprès de ses collaborateurs pour dire je fais ça pas parce que j'aime bien aller faire le pitre encore une fois ou le guignol sur des plateaux, je le fais parce que ça permet d'avoir de l'audience, de faire connaître la marque et que les gens connaissent nos services et pour qu'on puisse mieux vendre ensuite, avoir plus de clients. Et on fait pas ça pour s'amuser en fait, on fait ça pour développer nos activités. Et ça c'est important de le faire, notamment dans des boîtes où tu parlais des sociétés où culturellement ça peut être délicat. Moi je travaille avec beaucoup de développeurs, je sais que tout ce qui est développeur, ingénieur, tous ces métiers-là ont une appréhension énorme là-dessus. Donc je recommanderais aux gens, avant de se lancer, d'abord d'aller faire un point avec ses équipes en interne en disant voilà ce que je vais mettre en place comme stratégie, voilà ce que ça va apporter à la boîte, voilà pourquoi je le fais, et ensuite d'y aller pour pas qu'il y ait un mismatch entre les équipes en interne et toi en externe, parce que parfois souvent elles ne comprennent pas et si c'est mal compris ça peut être mal perçu et je trouve pas ça top. Je voulais revenir sur ce sujet. Et deux choses pour revenir sur ce sujet, on va faire un gros focus dessus. On peut continuer. On parle, pour rester sur le côté un peu business, c'est vrai que le personal branding permet donc de générer de l'inbound marketing, des gens qui viennent à toi. Et en vrai, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui toque à ta porte pour pouvoir lui vendre quelque chose plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer et comprendre. Nous, notre taux de closing sur de l'inbound, il est démentiel par rapport à de l'outbound. Et le deuxième volet qu'on a un peu moins mentionné, mais c'est quand même la marque employeur, qui est quand même un gros sujet. On est dans un environnement, un secteur où c'est compliqué de garder ses talents, c'est compliqué d'en avoir de nouveaux. Et je pense que c'est hyper important de montrer ce qu'est sa boîte, donc pour le business, mais aussi pour la marque employeur. Et ça, je sais que quand tu as une belle traction sur les réseaux, ça te permet d'aller chercher les meilleurs talents, les fédérer, les conserver. Parce que moi, je me rends compte chez Com, quand on parle de nous, quand on parle des employés, de tout le monde, il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté. Et ça marche extrêmement bien. Je pense que c'est un paramètre qui est important à prendre en compte. Grave d'accord avec le deuxième point. Ouais, voilà. Non mais ça, et moi je confirme aussi, grave d'accord. Surtout sur des métiers comme nous, où si tu as besoin de recruter des développeurs. Nous, SEO, c'est le métier le plus recherché sur LinkedIn depuis 2 ans. Si on n'avait pas une bonne marque employeur, on ne pourrait pas bien recruter. Et une bonne société de conseil, encore une fois, je fais un petit parallèle à nous trois du coup, c'est une société qui a des bons talents. Donc ce personal branding sert à avoir les bons talents, à bien délivrer les clients. Et donc c'est un cercle qui est ultra vertueux. Donc grave d'accord. Là, vous avez vachement parlé du coup d'authenticité. Je pense aussi bien d'un point de vue business que pour capter des talents. Le dernier backpack, donc on était avec Henri Delorgeville d'Avisio et Jonathan Angelov de Aircall. On parlait de business, comment capter le truc. Donc là, on n'en a pas trop parlé parce qu'on en a beaucoup parlé lors du dernier épisode, mais lui disait, en fait, ton personal branding, tes réseaux sociaux, ton site internet, ce que tu véhicules va te permettre d'obtenir des leads, ce que lui n'appelait pas froid, parce qu'on parlait de call froid entre guillemets, bien sûr. Mais en fait de pouvoir récupérer un peu des adresses mail ou quelqu'un qui est venu voir ta page LinkedIn. Moi je sais que tous les gens qui viennent voir ma page LinkedIn, c'est potentiellement un lead un peu qualifié où ils se sont intéressés à nous, ils ont vu ce qu'on faisait, etc. Tu parles d'authenticité, moi je vais rebondir sur quelque chose où aujourd'hui les CRM permettent tous de faire ce qu'on s'appelle du marketing automation. Tu as une base de données et puis tu vas envoyer un mail personnalisé entre guillemets à une base de 1000 clients. Déjà, est-ce que vous le faites? Et est-ce que ça c'est authentique et est-ce que ça marche? Parce que j'ai l'impression qu'on l'a tellement vu que maintenant dès qu'on reçoit des mails, voilà, il y a un radar qui nous dit oh, ça c'est poubelle. Je pense comme toute nouveauté, il y a un moment où quand des choses qui sont nouvelles et qui fonctionnent bien, tout le monde souhaite faire la même chose et au bout d'un moment, ça devient un peu useless, plus personne ne le souhaite. Tu vois, je pense à un outil que j'ai en tête qui permettait de personnaliser ton image et de faire un truc assez cool qui marchait. Ouais, je vois, avec la petite vidéo. Exactement, là, qui marchait extrêmement bien avant, qui marche un peu moins maintenant. En fait, tout évolue toujours et c'est simplement que tu as des CRM qui fonctionnent à un moment et qui fonctionnent un peu moins à d'autres. Et donc, du coup, il faut savoir s'adapter. Nous, perso, on n'a pas de CRM en interne qui permet d'automatiser les mails parce qu'on ne fait pas encore de prospection. Donc, je te laisse prendre la main, André. Je pense que tu auras plus de… Déjà, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans ta question. Déjà, il y a le sujet des leads. C'est vrai qu'un lead froid, un lead tiède, un lead chaud, un lead très très chaud, ça n'a pas la même valeur. Et c'est pour ça que d'ailleurs, encore une fois, on pourrait parler de branding désert. Mais quand tu as un bon branding, que le prospect voit une vidéo de toi, qu'il est intéressé par le contenu, qui vient ensuite utiliser ton formulaire de contact et qui te demande un service, c'est un prospect qui est quand même relativement très très chaud par rapport à un prospect que tu aurais prospecté sur LinkedIn, qui serait pour moi un prospect plutôt qui accepterait de faire un call avec toi, mais qui n'est pas du tout dans la même démarche. Dans un cas, il a vu ton contenu.
et dans un cas, tu l'as juste prospecté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la création de contenu est super importante en B2B, parce que ça permet de mettre en avant ton expertise et que les gens te contactent après. Donc ça, c'est le premier point sur les leads. Ensuite, le CRM, effectivement, il est en lien avec la qualité des leads. C'est-à-dire que si dans ton CRM, tu as un lead très froid parce qu'il a téléchargé un livre sur le SEO et que tu le recontactes que 2 ans plus tard pour lui parler de TikTok, tu vas avoir un problème de scénario qui ne va pas fonctionner. Donc un CRM, pour moi, ça peut fonctionner. Effectivement, tu peux avoir des scénarios personnalisés, mais il faut que ce soit bien configuré. Donc nous, on utilise des CRM, mais pour le coup, il faut encore une fois que ce soit bien configuré, que l'histoire qui est racontée derrière ait du sens. Parce que si tu prospectes quelqu'un sur LinkedIn, que tu chopes son email et qu'ensuite tu lui envoies un message froid sur un sujet qui n'a rien à voir ou qui est proche, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, CRM, OK, automatisation, OK, à partir du moment où le scénario il est sur mesure et il est adressé à un prospect quelque chose. Je vais te donner un exemple très simple. Un prospect qui a vu une vidéo sur toi, une vidéo où tu expliques comment faire des vidéos UGC, User Generated Content, par exemple, sur TikTok, tu expliques comment faire. Ensuite, il vient sur ton site, il te demande un service par rapport à la création de contenu UGC. Tu récupères son email et 2 jours après, ou un jour après, il y a un mail automatisé pour prendre un rendez-vous, par exemple sur Calendly, pour parler justement de comment on pourrait l'accompagner sur la création de contenu UGC. Tant que c'est cohérent, que le lead est chaud et qu'on est bon, là on est bon. Mais souvent, parfois, les CRM, on essaie d'envoyer d'autres services, etc. Et là, ça me plaît un peu moins. Ok, top. Donc, pour rappel, on a un public du coup qui est soit entrepreneur ou qui veut monter son entreprise. On a eu le retour d'une petite chronique, c'est sans transition, mais j'ai pas réussi à la caler celle-là. Okay. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez été nombreux à suivre la rubrique Allomètre, qui vise à vous donner des tips sur comment vous pouvez créer votre entreprise. Moi, personnellement, aujourd'hui, pour diriger WeVoo, je suis mandataire social. J'ai une holding qui me permet en gros de faire pas mal de choses, qui m'ont permis de faire des apports de parts quand je les avais en perso, etc., qui aujourd'hui me permet de faire des investissements, etc. Donc aujourd'hui, le sujet de la rubrique Allomètre est sur la holding. Donc bonjour à tous, c'est Edouard Terré, je suis avocat et aujourd'hui je vais vous parler d'une question que tout le monde se pose. Une holding, ça sert à quoi ? Une holding, déjà, vous en avez tous entendu parler, et du coup, c'est un peu à la mode, parce que tous vos copains vous disent « Ah ouais, faut à tout prix que tu fasses une holding et tout, c'est top ». Déjà, il faut désacraliser ça, c'est de se dire une holding, ça peut être utile, mais ça l'est pas toujours. Et surtout, il y a une question de stratégie, de timing dans la constitution de la holding. Pour en venir un petit peu plus en détail, il faut partir un petit peu à la racine et de se dire un dirigeant, aujourd'hui, il a 2 facteurs d'enrichissement. Ça va être 1, la rémunération qu'il va percevoir en qualité de mandataire social, président ou DG ou autre, et 2, les dividendes qu'il peut toucher en qualité d'associé. Et du coup, une fois qu'on sait qu'on a ces 2 volets d'enrichissement, on essaie d'optimiser, surtout d'un point de vue fiscal, pour réduire l'imposition, on essaie du coup d'optimiser les revenus des dirigeants. Pour ce faire, la holding, c'est un super outil, parce que ça peut notamment permettre, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode sur comment monter sa structure, de bénéficier de certains régimes fiscaux et sociaux pour le dirigeant qui vont être moins imposés que d'autres. Par exemple, un montage qui est assez classique, c'est de trouver une holding sous forme de SARL qui va elle-même être président ou directeur général de la société d'exploitation de la boîte qui, elle, est sous forme de SAS. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ça permet que le dirigeant soit lui directement gérant de la holding et du coup de bénéficier d'un statut de travailleur non salarié qui va être moins fiscalisé. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième, c'est de se dire que les revenus, les dividendes qui vont remonter de la SAS à la SARL vont être très peu fiscalisés si cette SARL détient plus de 5% du capital de la SAS. Voilà. L'inconvénient à avoir une holding, c'est quoi ? Évidemment, c'est des frais de constitution, c'est la tenue aussi d'une comptabilité annuelle. Donc c'est des frais en plus en fait. Et aussi, ça peut présenter un inconvénient parce que c'est du juridique aussi en plus. Donc il faut aussi gérer les questions de régimes matrimoniaux, de donations avec les enfants si on en a, etc.
L'autre volet au niveau de la holding, c'est que ça peut permettre également d'optimiser la cession de titres de la société d'exploitation. C'est-à-dire que le jour où on cède la société d'exploitation, plutôt que l'argent, le produit de cession remonte directement à une personne physique et du coup soit fortement fiscalisé, à peu près aux environs de 30% si on est en régime qu'on appelle de flat tax, on peut le loger directement dans une holding. Et là, la fiscalité, elle va être très très faible en fonction des modalités de détention des titres de la holding. Donc si on les détient depuis plus de 2 ans, on va avoir une fiscalité qui est très faible à hauteur de 3%. Cette stratégie, ça s'appelle une stratégie d'encapsulement. En clair, c'est de se dire, l'argent, je ne le détiens pas à titre personnel, je le détiens via ma holding, mais du coup j'en détiens plus vu qu'il a subi beaucoup moins d'imposition. Et c'est cette holding qui va porter mes autres investissements dans d'autres choses. Je veux créer un nouveau projet, je veux aller acheter de l'immobilier, etc. Du coup, on gagne quoi en fait? On gagne de l'impôt qu'on n'a pas versé aux impôts pour l'instant et qu'on versera plus tard dans le futur, voire même au moment de la mort. Il faut savoir du coup que la holding, c'est une société qui va vous survivre. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai parlé de donation. Le jour où vous allez décéder, normalement cette holding elle est transmise à vos enfants. Et c'est pour ça qu'on peut aussi optimiser fiscalement toutes ces opérations de transmission post-mortem. Et voilà. Voilà, j'espère que notre cher ami de Allomètre, qui est Maître Terré, vous a tout expliqué sur le fait d'avoir une holding, pourquoi la créer, qu'est-ce que ça permet en termes de fiscalité, etc. Merci Edouard. On va revenir à nos moutons. Alors, on a beaucoup parlé de sujets qui étaient plutôt gratuits, entre guillemets. Comment faire du... Enfin, gratuit. Sous-entendu, des équipes marketing coûtent cher, hein, les outils, les CRM, tout ça, ça coûte cher. Mais c'est vrai que quand on démarre son aventure ou qu'on a un moment dans notre aventure et on se dit tiens on a envie peut-être de se développer, il y a tout ce qui est Google Ads, publicité, alors je ne sais même pas comment ça s'appelle, sur Insta, sur Social LinkedIn. Ads, on va appeler ça Ouais, Social voilà, Ads exactement. sur les réseaux sociaux. Ouais. Souvent c'est des budgets. Moi je raconte notre petite histoire perso. On avait dépensé, je crois à l'époque, 100 € de budget sur LinkedIn pour tester, mais vraiment au tout début de la création. Et on avait eu moins de retours qu'un post authentique. Voilà, c'était sur LinkedIn. Je voudrais avoir votre avis un petit peu sur aujourd'hui, c'est quoi les budgets corrects pour qu'on ait un impact? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, on parle de plusieurs milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros. Voilà, ton avis Andrea? Ouais, alors, bon, déjà, LinkedIn, je connais très peu de boîtes qui ont réussi à gagner de l'argent sur LinkedIn. Je ne devrais pas dire ça, mais j'espère qu'ils ne vont pas me supprimer mon compte demain avec les 82 000 abonnés que j'ai galéré à monter. Mais j'ai rarement vu des campagnes qui fonctionnaient bien. Ensuite, il y a plusieurs types de campagnes. C'est ça qu'il faut comprendre, que ce soit sur Google ou en social ads, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. Tu peux par exemple faire du CPM. Donc tu vas... Alors CPM, juste pour nos auditeurs, tu peux expliquer ce que c'est? En gros, c'est du coup par impression. Donc par exemple, pour 1000 impressions, combien tu es prêt à payer? Donc là, c'est plutôt sur des stratégies d'awareness. Tu vas être vu le plus possible, mais finalement tu t'en fous de l'impact, quoi. Tu veux juste qu'il y ait le maximum de gens qui voient ta pub. Ensuite, tu peux faire du coût par clic, donc du CPC, où là tu vas vraiment payer dès que quelqu'un va cliquer sur ta publicité et va arriver sur ton site. Et puis après, tu as des formats qui sont beaucoup plus avancés, notamment sur Google et Facebook, qui vont être par exemple ce qu'ils appellent du CPL, donc du coût par lead, ou du CPA, du coût par action, où en gros là tu vas dire je paye que quand la personne elle a rempli mon formulaire par exemple, ou elle a acheté un produit. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que pour connaître tes budgets, il faut que tu connaisses ton ROI. Par exemple, si tu as un ROI de x5, c'est-à-dire que si tu dépenses, je dis une bêtise, 100 €, tu vends pour 500 € de produit. Ce qui est un bon ROI. Après, il faut connaître tes marges. C'est pour ça qu'il faut Tu parles de x5, moi j'avais souvent entendu, c'est à partir de x3. Ça dépend de tes marges. Parce qu'en fait, ouais. si par exemple tu marges avec un produit à 80%, j'allais dire tu as de la marge, c'était pas un jeu de mots, mais par contre si tu marges à 10%, ça va être compliqué. Parce qu'un ROI à x5 suffirait pas avec une marge à 10%. Donc ça dépend de ta marge dans ton business model là. Ça dépend aussi de combien tu es prêt à payer ton lead. Par exemple, si sur Eskimo je fais une campagne par exemple sur Facebook ou sur YouTube et que je paye 150 €, c'est à peu près les prix en France, 150 € pour avoir un lead qualifié en mode agence. Sur ces leads là, c'est pas forcément des leads qui vont devenir des clients. Donc si sur 10 leads j'ai 2 clients,
Ça veut dire que sur 10 leads, ça va me coûter 1 500 € finalement. Mmh. Et si j'arrive à faire 2 clients, ça veut dire qu'en gros, chaque client m'aura coûté 750 en réalité à la fin. Donc, il faut avoir tout le tunnel pour comprendre combien il faut investir et comment ça marche. En revanche, les standards sont plutôt au coût par clic. Et après, ça dépend par industrie. Par exemple, pour tout ce qui est, je dis une bêtise, serrurier Paris, par exemple, c'est un mot-clé qui peut coûter 20 € à l'enchère. Alors qu'il y a dimanche soir. Le dimanche soir, serrurier Paris, c'est 50-100 € peut-être. Ok. Ça peut monter très fort. Par contre, il y a des mots-clés qui vont coûter 1 €, 2 €, ça dépend. Donc, tu as besoin d'avoir toutes ces métriques-là pour connaître à la fin ce qu'on appelle ton CAC, ton coût d'acquisition. Et avec ton CAC et comment tu convertis, combien tu vends, tu peux faire une matrice après pour savoir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je suis rentable. Parce que tu peux aussi faire une campagne que d'awareness et t'en foutre. Et, Ouais, bien sûr. Voilà. Et- Ça dépend de ta et- stratégie et de combien tu veux gagner. Enfin, voilà, il va me manquer de paramètres pour. Il n'y a pas de généralité à faire Ok. dans l'acquisition. Et là, toi, c'est ton métier, hein, c'est Ouais. comme ça que vous conseillez vos Ouais, clients. exactement. Pour quelqu'un qui se lance et qui a peut-être pas les moyens, entre guillemets, de directement venir te voir, c'est quoi? C'est du test and learn. Il y a des choses quand même Ouais. sur Internet pour un peu, je sais Je pas, vous dirais- avez des livres blancs, des choses comme ça sur... Je dirais que si le budget est faible, d'aller sur du spécifique. Par exemple, sur Google Ads, de targeter qu'un mot-clé que tu connais, que tu sens vraiment que ça peut convertir. Sur Facebook, d'aller targeter que ta cible. Par exemple, si tu vends un produit pour les hommes entre 25 et 32 ans, d'aller que sur cette cible-là et d'envoyer tout son budget dessus. Parce que tu es limité en budget, donc autant aller vraiment sur son audience spécifique. Donc voilà, je dirais de faire du spécifique et d'envoyer tout son budget que sur quelque chose de spécifique Ok. et de ne pas s'éparpiller parce que c'est là où est le risque. Tu ne pourras pas faire de test and learn finalement parce que tu n'auras pas mis assez de budget pour savoir si ça peut marcher. Il y a Ok. un nouveau moyen qui est juste intéressant en B2B. On avait reçu, merde, je crois que c'était Mathieu, pardon, de Linker. C'est les campagnes de marketing d'influence B2B. Je ne sais pas si vous avez vu un peu passer ça. C'est comment est-ce que tu vas faire de l'influence et donc tu payes pour pouvoir avoir de la visibilité sur LinkedIn, que des influenceurs, entrepreneurs qui ont déjà un beau réseau prennent la parole. Donc typiquement, je payerais un certain montant, Andrea, qui mettrait en avant Com à travers un format, un message assez Je te le personnalisé. fais gratuitement. Ouais, Je te le fais gratuitement. c'est- Ouais, c'est non, ça. ça me fait Je plaisir. vais venir plus souvent ici. Ouais. Et du coup, ça, c'est un nouveau levier qui est intéressant, qui coûte pas très cher. De mémoire, je crois qu'il parlait de 200 ou 300 € pour un poste, je crois. Ok. Donc, ce qui est potentiellement accessible et qui permet tout de suite d'avoir une belle visibilité audience sur LinkedIn. Donc là, je fais une petite spécificité sur LinkedIn. Et je trouve que c'est un levier qui est un peu au démarrage et qu'il faut qu'on regarde d'assez près parce que je crois Ouais, que ça, carrément. il va y avoir des L'influence, choses. ouais. D'autant plus que l'influence, on le voit Ouais. bien sur les réseaux, En B2B. notamment je pense Instagram, etc. où là on voit les trucs décollés. Dès Ouais. que tu commences à avoir Mais- 100 000 abonnés, tu peux déjà mais- avoir des posts sponsorisés assez chers. Quoi. Mais Ouais. pour moi, l'influence, en fait, c'est pareil. Tout est une question de cible et d'audience. Par exemple, sur Instagram, ça ne sert à rien d'aller prendre un énorme influenceur si, quand tu regardes son audience, au final, il touche 10% de gens en Inde, 15% à Dubaï, j'en sais rien. Alors que toi, par exemple, tu vises le marché français. Donc, il faut toujours aussi aller regarder l'audience et la cible et voir, pareil, le ROI. D'ailleurs, c'est pour ça que les influences font beaucoup de liens d'affiliation ou de codes promo pour suivre justement. Par exemple, si tu payes un influenceur 5 000 € et qui t'a généré que pour 5 000 € de vente, tu comprends que tu es à point mort et que c'est une opération plus d'awareness qui n'est pas forcément rentable mais qui fait connaître ta marque. Mais au moins, tu le sais. Et je pense que dans ton ROI, il faut quand même prendre en compte un élément important. C'est aussi toi, la manière dont tu vas gérer et exécuter ton lead qui va arriver. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de Ouais, parler de c'est vrai. notoriété, de Mmh. visibilité, etc. Mais si derrière, tu délivres pas, tu n'exécutes pas correctement, en fait, tu vas être pourri. Et donc, je pense que la communication, c'est le bon moyen de pouvoir commencer à amorcer des premiers leads. Mais ensuite, ce qui va faire que tu as une belle rétention, belle recommandation, que les mecs reviennent chez toi, c'est ta manière d'exécuter. Donc, je pense qu'il faut quand même pas oublier ça. Bien sûr. Parce Si que tu dépenses en marketing, que tu fais 100 leads et que tu recontactes mal les gens et que Ouais, ça bah là marche ta pas. boîte, elle. à mon avis, Mais ton elle court, ROI, là. ouais. t'es pas très bien là. Mais donc ton ROI, il est moins sur tes dépenses plus que sur toi, ta manière d'avoir mal Ouais, bien exécuté. sûr. Je pense qu'il faut bien l'intégrer. Et là, on a parlé un peu de social ads. Toi, tu as peut-être un modèle un peu particulier. Là, on parlait de Charabia au début, mais Ouais. j'imagine que c'est aussi des investissements que tu fais marketing relativement coûteux, importants. Enfin, je ne sais pas combien ça te coûte si tu peux communiquer là-dessus. Bien sûr. Pareil, comment toi, en tant que founder, tu te dis, tiens, on va investir X milliers d'euros sur un event
Qu'est-ce que ça va te rapporter? Comment tu le calcules? La chance qu'on a, c'est qu'on a les ressources en interne. Donc, l'investissement financier, c'est plutôt un investissement de temps. Donc, il est plus palpable, plus tangible. Et donc, je sais que quand je passe 3 jours sur une création de vidéo, après 3 ans, je sais que ça me rapporte approximativement tant de leads. Et donc, j'ai réussi à déterminer un peu les ROI de nos prises de parole. Pour les clients, je pense que de faire de la création de contenu vidéo à des prix accessibles, c'est largement envisageable. Tu as maintenant 36 000 manières de pouvoir faire des vidéos qui sont sympas, assez pro, pour pas très cher. Ensuite, si tu passes par une agence, tout de suite, tu as pas mal de choses qui rentrent en jeu. C'est des process, c'est une qualité quand même assez dingue. C'est aussi l'audience que tu vas permettre de toucher au vu de ton audience à toi. Il y a plein de clients qui nous disent combien est-ce que je peux payer pour que vous me postiez sur vos LinkedIn, etc. Ça, c'est maintenant un nouveau paramètre et plus exclusivement la création de contenu à part entière. Mais une vidéo, ça commence, en tout cas chez Com, mais de manière un peu générale, à partir de 1 000 € et ça peut aller jusqu'à des centaines de millions d'euros. Donc, un peu comme sur la partie ads, en fait, tu as plein de paramètres à prendre en compte pour savoir quel serait le bon montant à investir. Mais il faut plutôt voir, si jamais tu as 10 000 € de budget, mieux vaut faire 10 vidéos à 1 000 € qu'une seule à 10 000. Alors après, ça dépend de pas mal de paramètres, si c'est de la notoriété, de la visibilité ou de l'acquisition, etc. Mais, et surtout de ventiler, ne pas faire que de la vidéo, pas faire que de la photo, pas faire que du SEO. Encore une fois, c'est de diversifier un petit peu les prises de parole. Ok. Alors, je vais aller sur l'autre. Enfin, j'ai peut-être mal posé ma question. C'était, tu vois, je sais que tu as un truc qui s'appelle Trône. Sur le Trône, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Tu as aussi, du coup, Charabia qui va sortir. Là, j'imagine, c'est toi qui investis. C'est un peu c'est du marketing pour donner une visibilité, etc. Comment tu décides de ces budgets-là? Alors là, on a des sponsors à l'année qu'on a engagés donc, sur le média. Donc il y a l'agence et il y a le média. On a pas mal d'audience. Donc on a des montants financiers qui tombent par mois. Donc c'est un abonnement qui me permet de savoir combien est-ce qu'on va avoir et combien ça nous coûte. Et ensuite, c'est un petit peu, franchement, au pifomètre, vraiment. Parfois, on se dit, tu vois, sur le Trône, donc c'est un format où les gens sont sur des chiottes et se livrent à nous. Et ça, on a investi, tu vois, typiquement sur ce set, je crois, 2 ou 3 000 €. Il n'y a pas de ROI direct. Par contre, c'est la bête image de marque. Les vidéos ont été super vues, enfin vachement vues. Donc, c'est un peu au pifomètre. En vrai de vrai, je ne suis pas un très très bon gestionnaire financier, honnêtement. Il y a des moments où je peux dire, vas-y, let's go, dépenser 15 000. Le mois d'après, je dis, les gars, on serre les fesses et on ne fait plus rien. J'y vais un peu à la one again et j'aime bien. Et finalement, c'est ça qui marche aussi parce que c'est l'instinct, c'est l'authenticité. Ouais. Moi, c'est pareil. Je trouve qu'une bonne stratégie marketing, c'est une stratégie qui est avec les tripes en fait. Et qui n'est pas forcément le truc le plus réfléchi, mais à un moment donné, tu sens une idée, tu sens que ça va marcher, tu te fais confiance. Et ça, c'est un bon exemple. Et après, c'est vachement vu parce qu'on se rend compte que c'est authentique, que c'est fait avec le plaisir. Ouais. Et justement, le marketing qui est dans la rigueur et pas dans la créativité, dans le fait de tout organiser plutôt que d'y aller en lâcher prise. C'est un marketing qui fonctionne moins bien, je trouve. Moi, je trouve que le marketing aujourd'hui des boîtes qui marchent, comme justement Commedia, Eskimo, etc., c'est justement parce qu'il y a des entrepreneurs comme nous, je pense, qui se lâchent, qui sont authentiques et qui vont à l'instinct. Et moi, je crois dans le marketing créatif et instinctif plutôt que dans le marketing de l'organisation et de la rigueur. Ouais, bien sûr. Et là, tu me permets de faire une dédicace du coup à mes équipes marketing notre directrice marketing, Jen, a créé l'after-produit que nos auditeurs connaissent probablement, qui est suivi par entre 1000 et 1500 personnes tous les mois où on a des guests qui viennent. Bon, avant de devenir directrice marketing, elle est venue me voir, elle m'a dit Thib, je voudrais faire un truc sur Twitch. Moi, honnêtement, j'étais Twitch, je sais pas ce que c'est. On va faire un live un peu comme osé, popcorn et tout. Aussi, c'était osé. Et au final, on y a cru, on y a été sans savoir quels étaient les retours. Et en fait, aujourd'hui, les retours, on les mesure pas vraiment. Mais il n'y a pas un client qu'on appelle aujourd'hui en mode lead froid ou lead moyen sans lui parler de ce truc-là. Il vaut mieux foncer et faire que attendre et réfléchir. Ouais, exactement. Ok, écoutez, franchement c'était génial, j'espère que nos auditeurs ont appris plein de choses, vous n'allez pas déroger à la règle, j'imagine qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, que ce soit sur la partie market ou autre, vous avez des postes que vous recherchez dans vos entreprises qui sont en croissance, vous allez avoir 30 secondes pour la Minute RH pour pitcher un poste que vous recherchez actuellement. Andrea, on va démarrer par toi, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Allez, go. Alors moi je recherche donc des spécialistes de la data. Pourquoi? Parce que le marketing de demain, c'est un marketing qui va être drivé par la data et plus par l'humain, par les données, par les KPIs. Pour savoir quelle stratégie marketing activer, il faut savoir quelle est celle qui marche le mieux. Et donc du coup, vu que le marketing de demain, c'est un marketing qui est drivé par la data, on cherche des spécialistes qui vont être capables d'organiser, de structurer, d'analyser cette data
pour la mettre au service de nos clients. Donc on recherche des personnes qui sont formées autour de ces métiers-là. Pourquoi pas des data scientists qui vont maîtriser des langages comme Python, qui savent travailler avec des bases CRM et être capable justement de ensuite mettre en place de bonnes stratégies marketing. Donc on recherche des spécialistes de la donnée, de la data. Ok, top. C'était pas tout à fait 30 secondes. T'as un peu triché, Ah, j'ai mais triché, on fallait retient. m'arrêter. Non, Parce que du coup, t'inquiète. j'ai voulu Andrea, si tu continuer. l'arrêtes pas, C'est ça... pas militaire. Je C'est pas croyais que ça militaire. allait être terminé et j'ai T'inquiète. continué, j'aurais pu T'es arrêter. chez toi, on est sur un truc Twitch, pas de soucis. Du coup, il me reste plus que 7 secondes. Merci. Non. Ok, vas-y, tu peux nous pitcher aussi. Tu recherches quelqu'un? Ouais, nous on recherche notre premier commercial, parce que donc, je te disais, on n'avait pas de Ok. sales en interne. Là, on a besoin d'une personne qui a déjà pas mal d'expérience, qui va pouvoir construire la stratégie commerciale, donc d'outbound marketing, donc d'aller chercher des prospects et des leads froids, entre guillemets. Et donc, voilà, une personne qui connaît le secteur de l'audiovisuel, parce que c'est un peu un impératif pour bosser dans cette industrie, et qui aura à la fois le jus de cerveau pour construire la strat, aussi bien à travers les outils, les CRM et autres, que la bonne vibe et chat qu'on attend d'un commercial. Donc voilà, s'il y a des C'est un personnes beau poste, hein. Ouais, franchement, Ouais. c'est lourd, vraiment. Ok. Beau poste. Bon, Très, bah, très Head of Sales Comédia. Ouais, c'est ça. c'est bah, Il est en beau, tout cas, celui-là. ça donne envie. J'ai presque eu envie de postuler Ouais, à vos moi deux aussi, postes, ouais. même Vas-y, si viens, j'ai pas on les en parle. compétences. Ok, bah écoutez, j'étais vraiment ravi. Merci à vous deux en tout cas pour ce 8e épisode du Backpacker. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah carrément. Merci à toi. Bon, Très cool. eh ben, avec plaisir. Pour nos auditeurs, petit rappel, donc comme d'hab, l'after produit et le live tech ce mois-ci. Petit aussi en tête-à-tête que j'aurai le plaisir d'animer avec Thibaut Elzière de eFounders, donc qui nous racontera un petit peu comment il a monté ce fameux startup studio qui nous fait tant rêver ici chez Weevoo et WeShow. Et je vous tease aussi le Backpacker qui aura lieu en décembre. Est-ce que vous êtes plutôt serial entrepreneur ou entrepreneur d'une vie? Et pour illustrer ce thème, on aura deux stars, Marc Simoncini et notre ami Mazella. Voilà, j'espère que vous serez nombreux. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir comme d'hab. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!